Direct de l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe au Château Hébert à Dinard pour une émission spéciale à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Jean-Christophe Nava au micro, David Hermy à la technique, Isabelle Bauchel en régie avec un photographe qui est Archie Bruder avec nous. Alors pour commencer ce direct, j'ai le plaisir d'être aux côtés d'Anne Foiré-Taché. Bienvenue derrière ce micro. Merci, bonjour. Vous êtes référente handicap et responsable de pôle inclusion, formatrice ici à l'IMTS à Dinard. Jérôme Taché, bienvenue également derrière ce micro. Vous êtes responsable et coordinateur pédagogique ainsi que formateur. Alors on va parler de la fondation Solacroupe pour planter le décor pour les auditrices et les auditeurs, ce bel endroit qui nous accueille aujourd'hui. Anne Foiré-Taché, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette belle fondation, cette belle dynamique ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que cette fondation regroupe plusieurs associations et plusieurs causes, en fait. L'idée principale dans laquelle on s'investit avec Jérôme aujourd'hui, c'est l'association, donc l'IMTS, l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe, qui favorise la formation et l'insertion professionnelle. Mais il y a également d'autres associations, telles que Solatypique, qui est une agence web. Il y a également l'association Carantonia, qui accueille des femmes et leurs enfants qui ont été victimes de violences conjugales. Et il y a également Notre-Dame du Roc, qui accueille, elle, des enfants. Et puis, la dernière petite association en herbe, c'est le cas de le dire, c'est Solemer. On en parlera aussi, effectivement. Qui se profile vers l'agriculture biologique. Ouais. Voilà. Donc ça fait plusieurs dynamiques. Exactement. Alors on n'est pas investi dans toutes les dynamiques, mais on est quand même une équipe assez soudée. Et c'est vrai qu'on travaille tous ensemble. Alors, vous avez aussi un parcours, tous les deux, Anne et Jérôme, puisque vous avez travaillé dans le domaine de l'enseignement, Jérôme, vous-même. Oui, tout à fait. Vous avez comme fil rouge la transmission, la formation. Vous avez été en contact avec différents publics, que ce soit dans le domaine des jeunes, du sport, mais aussi de l'art. Oui, complètement. Depuis que j'ai 17 ans. J'ai commencé par être animateur BAFA. Ensuite, j'ai été animateur et président d'une association de cirque pendant plus de 10 ans. Toujours dans la transmission et toujours dans le fait de faire découvrir aux jeunes de quartiers défavorisés ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait leur proposer pour s'en sortir. Ensuite, j'ai été pendant plus de 20 ans professeur des écoles, donc instituteur. Et puis depuis 2 ans et demi maintenant, je suis formateur ici à l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe, où tout se passe plutôt bien. C'est difficile, mais très instructif et on vient tous les jours ici avec le sourire aux lèvres. Alors Anne, vous avez travaillé aussi et vécu au Maroc, je crois, ainsi qu'à Mayotte. Vous avez vu du pays, comme on dit ? Oui, exactement. Et surtout, on a vu du pays et on a vu des gens. Oui. On a vu des gens différents, d'ailleurs. Bien sûr. Ça peut être notre fil rouge. Et on a rencontré des gens, on a travaillé avec des gens différents, clairement. Et l'idée, en effet, c'était puisqu'on est quand même de l'instruction et de l'éducation à la base avec Jérôme, ça a été toujours de trouver, en fait, des leviers et des passerelles pour que la jeunesse puisse s'exprimer, puisse avoir la liberté de s'exprimer, trouver sa place. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est plus dans l'insertion professionnelle, certes, mais encore ici, en tant que formateur, Jérôme et moi, on se sert du sport et de l'art pour que chaque jeune puisse trouver sa place et surtout prendre confiance en lui pour avancer. Il y a donc une dimension artistique, il y a une dimension où le corps a son importance. Exactement. Il y a une dimension aussi de l'intellect. Oui. Parce qu'il y a une transmission, il y a une pédagogie, on va y revenir. L'emploi inclusif, pour vous, en vous écoutant, finalement, c'est quelque chose que vous pratiquez à l'année, au fond, parce que là, j'ai évoqué pour les auditrices et les auditeurs en ouvrant cette émission que le contexte qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Mais à vous écouter, vous êtes dans le bain toute l'année, vous. Oui, tout à fait. Après, c'est très bien qu'une semaine comme ça existe, puisque ça permet à toute la société française de prendre la mesure de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mais oui, c'est vrai que nous, on est au quotidien, toute l'année, avec nos différents stagiaires, où on va démarcher les entreprises pour trouver des stages. Et on est toujours dans l'adaptabilité des emplois du temps et des aménagements pour qu'ils se sentent bien en formation, qu'ils soient dans cette magnifique bulle qu'est l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe.
pour que on essaye de les intégrer dans le milieu professionnel. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous mesurez, Anne Fourrier-Taché et Jérôme Taché, la notoriété de la Fondation Solacroup et de l'IMTS, l'Institut Marie-Thérèse Solacroup, lorsque vous démarchez, comme vous venez de l'indiquer? Oui. Alors non, pas forcément, parce que c'est vrai qu'on est dans une propriété privée, donc qui est fermée au public, parce que, comme le disait Anne tout à l'heure, Notre-Dame-du-Roc est une maison à caractère social, donc c'est privé. Et du coup, on n'a pas l'impression d'avoir une notoriété, comme vous dites, à l'extérieur. Souvent, il y a des personnes qui nous disent « Mais où êtes-vous ? Et que faites-vous derrière ces murs ?» Là, j'ai l'exemple qui me vient en tête où on a ouvert les portes cette année pour les journées européennes du patrimoine. Et il y a beaucoup de gens qui passaient devant sur le GR34, devant, et qui nous disaient ça fait 35 ans que je prends ce chemin, et ça fait 35 ans que je me demande ce qui se passe derrière ces murs. Donc c'est vrai qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail. En communication, ouais. Parce que c'est aussi une bulle qui préserve, en fait, et qui est sécurisante pour tous les stagiaires qui sont ici, et notamment en internat. Donc c'est aussi un moyen que ce soit l'IMTS ou c'est vrai Notre-Dame-du-Roc, c'est une manière de protéger aussi, en fait, tous ces jeunes. Donc c'est vrai que on se rend pas compte de l'impact on se rend pas compte de la notoriété ou pas que l'Institut a. Ceci dit, on sait qu'il y a des besoins, parce que les appels téléphoniques, on les a tous les jours. Oui. Donc, alors justement, Anne, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Qui appelle et quelles sont les demandes? Oui. Alors là, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être plutôt toi, Jérôme. Moi, je peux parler un petit peu de l'accompagnement, mais toi, tu reçois des appels, mais tous les jours, et je sais que je suis à côté et que le téléphone n'arrête pas de sonner. Hein. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est très très présent. On reçoit énormément de coups de fil. Alors ça peut être des personnes qui peuvent être orientées avec nos partenaires, donc par exemple la mission locale, ça peut être aussi France Travail. Nous on travaille beaucoup en insertion professionnelle aussi avec les opérateurs de compétences. Et donc du coup tous ces partenaires avec qui on crée du lien depuis quelques années, eh bien, nous envoient des jeunes ou estiment qu'on pourrait répondre à leurs attentes. Et donc, on est un peu submergé. Oui, alors, ce que l'on voit bien, effectivement, dans ce que vous venez d'exprimer tous deux, c'est que, à la fois, il y a encore peut-être un déficit de notoriété extérieure. Néanmoins, les professionnels qui travaillent avec vous, qui vous envoient ce public, savent qui vous êtes et où vous êtes là, il n'y a pas de problème. Non, tout à fait. On fédère. Enfin, pour nous, c'est très important. On a parfois des rôles différents, en fait, et des missions différentes, oui. Mais on va tous dans la même direction. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la vérité, en fait. On est tous là pour insérer les jeunes, ou les moins jeunes, d'ailleurs, et les accompagner. Donc, en fait, on a tous les mêmes objectifs. Donc, de plus en plus, et encore plus cette année, avec nos nouvelles missions pour Jérôme et moi, on a à cœur vraiment de connaître ses partenaires et de fonctionner avec eux, de travailler avec eux. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, là, actuellement, il y a un partenariat qui s'ouvre et qui est très important dans le domaine dans mon pôle à moi, qui est l'inclusion, étant donné que nous n'avons pas de compétences médicales, c'est qu'il y a le CMP qui va intervenir, en fait, avec qui on va avoir un partenariat. Donc le centre médico-psychologique. Exactement. Et qui va intervenir sur la demande des jeunes, bien sûr, ou peut-être avec notre guidance, et qui va pouvoir, en fait, être à l'écoute des jeunes en individuel, bien sûr, et peut-être pouvoir porter un diagnostic ou les orienter, en fait, d'une manière ou d'une autre, vers un spécialiste ou un médecin. Et ça, c'est une étape qui, j'imagine, est essentielle et primordiale. La question du diagnostic. Sinon, il peut y avoir une errance dans le parcours du jeune. Exactement. Et tous ne sont pas diagnostiqués. Et certains, d'ailleurs, ont un certain âge, arrivent ici, n'ont pas de diagnostic et aimeraient en savoir un petit peu plus. Donc ça veut dire une difficulté pour eux, pour leur famille, et une impossibilité quasiment de s'insérer s'il n'y a pas ce diagnostic qui est posé. Ça peut être important. En tout cas, si ça l'est pour eux, c'est que c'est une nécessité. Ouais. Pour certains jeunes, peut-être, ça ne l'est pas. Et donc ça ne se transforme pas en besoin. Ouais. Mais ça peut se transformer en besoin, et puis ça peut se transformer en besoin à 20 ans, 25 ans, voire beaucoup plus tard d'ailleurs. Donc c'est important, même si on n'est pas un centre médical, de pouvoir apporter des réponses à ces jeunes et avoir cette aide-là précieuse. Oui. Donc tous nos partenaires sont importants, vraiment. Concernant les tranches d'âge, vous évoquiez tout à l'heure, c'est assez large. Vous pouvez nous dire à partir de quand les jeunes peuvent venir ici et jusqu'à quel âge, s'il y a une limite d'âge? Oui. Alors, à partir de 16 ans. Oui. Et là, je crois savoir que la personne, la doyenne, a une 50aine d'années. Ouais, donc, il n'y a pas réellement de limite, puisque ça peut être une reconversion professionnelle.
Et précisément, est-ce qu'on peut parler de différence au niveau de la neuroatypie, parce que là aussi les mots peuvent nous indiquer le chemin, là, oui, nous éclairer. Oui. Enfin, c'est toujours délicat d'employer des termes voilà, comme différence. Nous, on est plus sur, par exemple, particularité. Puisque, alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, la neuroatypie, c'est vraiment un développement neuronal du cerveau qui est différent qu'une personne, on va dire, classique. Donc voilà, quand on parle de différence, toujours faire attention. Nous, on essaye toujours d'employer du vocabulaire très doux pour ne pas heurter et pour que le dialogue puisse s'instaurer. Et on parle même, nous, de neurodiversité, finalement. Et du coup, de diversité en tant que richesse. Non, c'est un atout. Ah ben c'est un atout. Et c'est ce qu'on, bien sûr, c'est ce qu'on défend tous les jours. Et puis c'est la réalité en fait. Et c'est ça qu'on essaye de relever. Et de relever. Ouais. Vous avez parlé de confiance aussi. Oui. Est-ce que la confiance est importante? Ça s'instaure, j'imagine, alors, au fur et à mesure, dans le contact? Tout à fait. Alors nous, notre premier métier ici au sein de l'Institut, c'était formateur en insertion professionnelle. Et c'est vrai que les premières semaines de formation sont surtout orientées sur la prise de conscience de ses propres compétences, puisque tout le monde en a, y compris nos stagiaires. Le problème qui s'est passé avant, c'est que souvent à l'école, les professeurs ne sont pas forcément formés pour accueillir ce genre de public, et donc c'est très compliqué de trouver sa place. Parce que les effectifs sont nombreux, c'est une question de timing aussi. Voilà, les effectifs sont nombreux, les professeurs sont pas formés. Donc c'est très compliqué quand on a 3 ou 4 ou 5 enfants dans la classe qui peuvent avoir des particularités, c'est difficile à gérer. Parce que le professeur a son programme, il faut qu'il avance. Voilà, c'est ça. Alors nous en plus on était professeurs des écoles avant, on sait ce que c'est. Et c'est vrai que oui, c'est difficile, ouais. C'est très difficile. Une journée type d'Anne Fouéré-Taché, référente handicap et responsable de pôle inclusion, formatrice, c'est quoi? La journée type, c'est déjà, je crois, dire bonjour à tout le monde. Ça commence comme ça, vraiment. Avec le sourire. Un grand sourire. Et de voir un petit peu, en effet, d'observer tout le monde. De prendre la température, je dirais. Oui, ça peut être ça. Et d'observer vraiment tous les jeunes et de voir, puisqu'à force de les observer tous les jours, je les connais un petit peu, comme les gens qui nous entourent, on sait assez rapidement qui va bien ou qui va pas bien. On repère, et donc faire ce petit repérage pour aller vers eux, vraiment. Et savoir ce qui ne va pas, pourquoi, et comment je peux leur être utile, en fait. Faire une médiation aussi entre eux, entre chacun des jeunes, et leur formateur, éventuellement, parce que le formateur, il se retrouve aussi avec plusieurs, je dis des jeunes, mais on va dire plusieurs stagiaires, donc il faut qu'il travaille avec ça, et c'est pas forcément évident, donc je suis là pour faire cette médiation, et puis être à l'écoute des jeunes aussi en individuel, les recevoir, savoir ce qui va pas, pouvoir les écouter, et donc dans cet accompagnement, voir s'ils ont besoin d'un aménagement et chercher en fait à cet aménagement, savoir quel est l'aménagement qui serait le plus précieux pour qu'il soit finalement assez efficace et serein en formation. Donc dans la durée, parce que ça c'est sympa, un jour, une semaine, un mois, mais finalement eux leur défi c'est que ce soit pour toute leur formation, que ça se révèle être vraiment une réussite en fait. Ça fonctionne sur plusieurs mois. Donc là aussi, on parlait de la confiance. Là, en effet, ça se fait petit à petit. C'est dans un climat de confiance et de bienveillance. Et ça doit vraiment évoluer, en fait. Et se développer dans le temps, avec les collègues, pour pas mal de choses. Et avec Jérôme, dans la pédagogie actuellement, puisqu'on bosse pas mal ensemble. Mais il y a aussi des choses qui sont plus individuelles, en fait. Voilà, où je les accompagne plus individuellement. Au cas par cas. Voilà, plus dans le social. Et là, du coup, c'est pas qu'on s'éloigne de la formation, mais c'est que ce sont des choses très importantes. C'est l'environnement du jeune. Exactement. Que le jeune, dans lequel le jeune doit évoluer, ou en tout cas, peut-être, il doit régler certaines choses pour aller bien aussi. Donc on essaye de vraiment, en fait, je dirais, le mot c'est accompagner, de les accompagner au mieux. Eh bien c'est sûr, ce mot accompagnement qu'on va rester pour ce premier module. Ici je rappelle aux auditrices, aux auditeurs que nous sommes en direct de l'IMTS, Institut Marie-Thérèse sur la groupe Adinard au Château Hébert, qui nous accueille magnifiquement. Il y a le soleil qui est pas très loin, là c'est une belle vue par la fenêtre avec les arbres et les plantes. On va se retrouver tout à l'heure avec les formations numériques.